everybody, and thank you for the opportunity to present here today. And a special shout out to Share Screen Africa, who've done an amazing job on the back end. Today, we're going to be talking about conservation, biodiversity, and food systems, and ultimately transitioning our food systems towards more ecological and sustainable production methods. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la conservation, biodiversité et des systèmes alimentaires, mais plus spécialement de comment nous pouvons donc transitionner vers des systèmes d'alimentaires beaucoup plus durables et écologiques. So we're going to start off by looking at the history of agriculture from the early 1900s. And in 1909, a very significant occurrence, the birth of Sir Albert Howard, which is a British scientist and one of the pioneers of organic agriculture. And in 1924, Rudolf Steiner was born, which was the founder of the biodynamic agricultural movement. Donc, en parlant de l'histoire donc de l'agriculture, surtout l'agriculture organique comme nous allons la voir aujourd'hui, deux personnalités qui ont vraiment influencé le mouvement sont Sir Albert Howard, qui est british et c'est lui qui est un peu le pionnier de l'agriculture biologique. Et puis nous avons Rudolf Steiner qui est né en 1924 et qui lui est le pionnier de l'agriculture biodynamique, des concepts que nous allons découvrir tantôt. And in the 1930s and 40s, we saw the advent of synthetic fertilizers and chemical pesticides, which really marked the beginning of conventional synthetic agriculture. Some of these innovations have led to increased crop yields, but also raised concerns about the environmental and health impacts. And then in 1940 to 1960, we see the birth of the Green Revolution, which is basically the widespread adoption of high-yielding crop varieties, synthetic pesticides and fertilizers. Donc, dans un développement assez important au tournant des années 30, années 40, on va avoir l'introduction, donc l'avènement des engrais et puis des produits synthétiques chimiques qui vont donc amener dans les années 40 et 60 ce qu'on va appeler la révolution verte, mais qui est en fait caractérisée par l'usage plutôt généreux d'engrais et de produits synthétiques, et ce qui va avoir un impact éventuellement sur les écosystèmes et tout cela, comme nous allons le voir tantôt. In 1962, we saw Rachel Carson publish a book, The Silent Spring, which was basically raising awareness around the environmental impact of chemical pesticides, sparking the modern environmental movement. Donc, en 1962, donc, Rachel Carson, qui est une auteure américaine, à cause de l'impact donc, de l'introduction de ces produits chimiques-là sur l'environnement, à cause de leur impact, elle va écrire un livre qui va en fait attirer l'attention sur l'effet que ces produits synthétiques et ces fertilisants ont sur l'environnement. And in 1972, we saw IFOAM, which is the International Federation of Organic Agricultural Movements. It was founded then. South Africa was actually one of the founding members. And in 1980, we saw the concept of regenerative agriculture begins to emerge, emphasizing the need to restore greater ecosystems and soil health. OK, donc, dans le tournant des années 70 et 80, donc, on va voir donc une poussée vers l'agriculture organique ou l'agriculture régénérative. Et deux événements clés, donc c'est d'abord en 1972, donc la création de la Fédération internationale du mouvement vers l'agriculture pour l'agriculture organique, mais aussi le concept en fait de l'agriculture régénérative qui va être introduit au début des années 80. Then we see the birth of agroecology, which really starts to gain popularity amongst many people around the world as a holistic approach that integrates ecological principles into agricultural systems, as well as emphasizing the importance of sustainability, biodiversity, and the social dimensions of agriculture. And then in 2002, we see the International Year of Mountains being founded, which was very important for the recognition of water catchments. Voilà. Donc, dans les années 40, en fait, c'est là où on voit, on regresse un peu, c'est là où on voit en fait l'émergence de le concept de l'agroécologie qui va gagner qui va gagner en popularité et l'agroécologie donc est une approche holistique qui intègre des principes écologiques et dans les systèmes agricoles. Mais au début des années 2000, donc en 2000
2002 précisément, l'année internationale des montagnes a été déclarée. Et de là, donc, l'importance a été attirée. Il y a eu comme un spot, comment dire, l'intérêt des systèmes de l'agriculture liés aux systèmes environnementaux, surtout des systèmes aquatiques. Cette importance-là va être mise en exergue. And in 2005, we see the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development established, which recognizes the importance of diverse agricultural systems, including organic and agroecological practices. OK, donc un développement international aussi en 2005 va avoir lieu et ça attire beaucoup plus, qui va attirer encore beaucoup plus d'attention sur l'agriculture de conservation, mais surtout sur comment utiliser la science et les technologies pour son développement. In 2011, we see the Rodale Institute launches the Regenerative Organic Certification, which provides a comprehensive standard for regenerative agriculture to be certified to. Donc, Rodale, okay, you may proceed. In 2012, United Nations FAO states that agroecology is a key pathway to achieve sustainable food systems. OK. Donc, pour renforcer, en fait, reconnaître l'importance de ces nouveaux développements-là dans l'agriculture, en fait, en 2011, Rodale Institute va amener un système de certification, en fait, pour pouvoir contrôler des qualités de production en agriculture biologique et régénérative. Mais aussi, l'Organisation des Nations Unies aussi va pouvoir, donc, déclarer que l'agriculture, l'agroécologie est une voie principale clé pour parvenir à des systèmes alimentaires durables. And in 2018, we see United Nations General Assembly adopt the Decade of Family Farming, which was really important for grassroots and peasant farmers. And in 2020, we see COVID-19, of course, still quite fresh in our memory, and that really highlighted the vulnerabilities of the current food system and the failure of the long supply chain. Voilà. Donc, en 2018, pas très longtemps, les Nations Unies ont déclaré la décennie, en fait, de l'agriculture de famille ou de systèmes de production agricole familiaux. Donc, mais avec l'avènement du COVID-19, on a vu comment nos systèmes actuels, les systèmes alimentaires actuels sont plutôt vulnérables. Et donc, il y a besoin de pratiques agricoles locales, beaucoup plus locales et durables, qui seraient beaucoup plus résilientes aussi. And in 2023 to modern day, we see agroecology and regenerative and organic agriculture really gaining momentum around the planet, which is really starting to turn into a social movement, which is addressing multiple challenges around the world as climate change and biodiversity loss. Donc, présentement, en 2023, l'agroécologie continue en fait de gagner du moment à l'échelle internationale, ce qui est vraiment important, surtout dans ce qui concerne les communautés locales. Donc, et c'est beaucoup plus comme un mouvement maintenant qui permet d'adresser beaucoup de challenges au niveau de beaucoup de défis, donc au niveau des systèmes agricoles, des systèmes alimentaires actuels. One of the really key important aspects about sustainable agriculture is holding biodiversity. And as we see globally at the moment, we are seeing genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity start to collapse. So the shift that we need to make on a global level towards more sustainable food systems needs to preserve this biodiversity that we have. Okay. Donc, en parlant de biodiversité en général, elle est estimée à trois niveaux. Donc, on a la biodiversité génétique, la biodiversité des espèces, mais aussi la biodiversité la diversité des écosystèmes. Mais ce qu'on voit, c'est que l'agriculture conventionnelle, comme on la pratique en ce moment, est en train de causer la dégradation et sinon la diminution de ces mesures-là de la biodiversité. Donc, la transition, en fait, qu'on est en train dont Mathieu est en train de parler, la nécessité de transiter vers une agriculture durable permettrait aussi de préserver cette biodiversité-là. So the first step towards moving towards more sustainable food systems
is this production technique called conservation agriculture, which is really a set of practices that aims to improve the resilience and sustainability of farming systems. And it's based on three main principles. The first principle is crop rotation and intercropping. The second principle is permanent soil cover, making sure that you don't till the soil too much. And the third is minimal, it's minimal soil disturbance. OK, donc la poussée, donc la nécessité de transiter à créer un système de pratiques agriculturales qu'on appelle agriculture de conservation. Et à la base, c'est de l'agriculture de conservation, nous avons trois principes en fait. C'est la diversité des cultures et c'est la nécessité de ne pas trop perturber le sol, mais aussi de pouvoir couvrir le sol, les sols qui sont exploités éventuellement pendant l'agriculture. Et ça, c'est dans le but de conserver l'eau, par exemple. There are five main pillars in conservation agriculture that is worth noting. And the first is really the focus on soil health. And conservation agriculture places a strong emphasis on that, reducing the amount of plowing, which decreases erosion. So with less tilling, you're actually able to maintain your soil structure. And then the second one is water conservation, really thinking hard as a farmer as to how to best preserve that natural resource, which is water, through drip irrigation or harvesting rainfall where it falls. OK. Donc, en parlant d'agriculture de conservation, je vais couvrir deux des quatre piliers dont Mathieu est encore en train de développer. Donc, nous avons un focus sur la conservation de la qualité du sol, de la santé du sol, mais aussi un focus sur la conservation de l'eau qui est importante ici, puisqu'elle est d'ailleurs souvent la première ressource affectée par le réchauffement climatique. Mathieu? Yeah, climate change mitigation also being very important. As we're seeing climate change around the world, how farmers are needing to adapt to that process, and water is a really critical piece of that. But then as well as preserving biodiversity and promoting that on farm through replanting of trees and indigenous tree species, as well as animals on farm. All of this leads to economic benefits. OK. Donc, en termes d'agriculture de conservation, les deux derniers piliers, donc c'est aussi la nécessité de mitiguer les effets de serre ou des changements climatiques. Et comme on l'a dit tantôt aussi, le but ici, donc, c'est la promotion de la préservation de la biodiversité à l'échelle globale. Et donc, et tout cela, quand c'est fait, ça permet d'avoir des avantages économiques pour les fermiers éventuellement. Mathieu. The next stop is regenerative agriculture. And regenerative agriculture goes beyond conservation agriculture. Really through regenerating and restoring degraded ecosystems. One of the main aspects of regenerative agriculture focuses on improving soil health, increasing biodiversity, and enhancing ecosystem services. Donc, ici, nous avons donc l'agriculture régénérative, l'agriculture de régénération. Le but ici, vraiment, c'est une agriculture dont le but est de favoriser la restauration des sols qui ont été dégradés avant, certainement en utilisant les pratiques actuelles d'agriculture conventionnelle. Donc, le but ici, c'est vraiment de régénérer les sols tout en pratiquant une agriculture bénéfique, en fait, rentable. And the other really important component on regenerative agriculture is including animals in your production system. And animals really help you to start doing ecosystem restoration at scale, because you are able to strategically graze your cattle. And obviously the cattle has a traction on the land, as well as manuring that starts to provide the soil health required to start regenerating the microlife in the soil. Voilà. Donc, un aspect important ici, c'est en plus des cultures agricoles, c'est d'avoir aussi un aspect d'élevage. L'agriculture de régénération, l'agriculture régénérative doit pouvoir associer ces deux composantes-là. Parce qu'une fois donc le bétail est là, il y a la bouse, et il y a beaucoup de déchets et beaucoup de gains aussi pour le sol, ce qui va permettre cette régénération dont on est en train de parler là. One of the other really important components is sequestering carbon into the soil where it belongs. So it's not in the atmosphere, it's down in the soil.
and obviously managing your water through increasing your organic matter in your soil content is really important. Also, Donc, including cropping systems into that production system leads to social and community benefits. OK. Donc, le but ici, c'est de pouvoir retourner le carbone, de renvoyer le carbone, le séquestrer dans le sol. Donc, avoir, et ce carbone-là, lorsqu'il est séquestré dans le sol, permet aussi une meilleure rétention d'eau, en fait, dans le sol. Et ce qui à la fin, a un effet bénéfique sur la production agricole. Et éventuellement, donc, il y a des avantages financiers pour le producteur, donc pour l'agriculteur, mais aussi le sol est régénéré et gardé en bonne santé. Yep. Carry on, Gina. There we go. All the way through. Yeah, so then we're moving towards organic agriculture, and this has probably got the most traction globally. We see that there's a massive growth in the global organic market, but one of the main components to this is we are not allowed to use genetically modified organisms in your production system. We're obviously using no synthetic fertilizers, and we really try and promote that organic farmers make their own compost on their farm. Ultimately, all of this combined reduces the need for external inputs and allows you to produce your farming system in a closed loop manner. OK, donc ici, nous avons l'agriculture biologique, aussi appelée l'agriculture organique. Les points clés ici, c'est que dans ce système, cette pratique agriculturale, on est encouragé à ne pas utiliser des organismes génétiquement modifiés. On ne devrait pas utiliser des produits chimiques ou des produits, des fertilisants purement chimiques. Et les fermiers sont aussi donc encouragés à utiliser du fumier, de vraiment pouvoir tout générer en fait en termes de ce qui est mis dans le sol, de pouvoir générer tout cela localement et surtout sur la terre même où l'agriculture est pratiquée. So one of the big ones is obviously we're not using synthetic inputs. So we're looking at more natural ways to stimulate soil health. Inside the soil, organic agriculture really starts to recognize that it's a complex ecosystem beneath the soil, and making sure that you maintain your microlife, ensuring that there's earthworms in your soil, and as well as permanent cover crop through green manures and other ways. This is really important to organic agriculture. OK. Donc, deux aspects déjà de l'agriculture biologique, c'est d'éviter, comme on l'a dit tantôt, d'éviter donc l'utilisation de produits chimiques, mais aussi donc de pouvoir, et ça permet aussi de promouvoir la qualité, sinon la santé des sols, se rassurer qu'il y a une bonne faune édaphique, et surtout en parlant de vers de terre, ce qui a été déjà le thème des précédentes présentations. Donc, c'est se rassurer qu'ils sont présents dans les sols, par exemple. We also operate with strict certification standards. Often this is a bit of a hurdle for especially smaller scale farmers, but there are ways that we are developing that allow peer-to-peer methods of certification. And then when all of this combined in an organic agricultural system, you see healthier soil. And obviously, in a healthy soil, your plants grow and your produce is a lot more nutrient dense. And this allows the human health to increase dramatically. Okay. Donc, l'agriculture biologique a des normes assez strictes de certification. Donc, souvent, ça peut poser challenge pour les fermiers, surtout dans nos genres d'économie, mais il y a des systèmes mis en place pour encourager, pour aider à obtenir ces certifications-là. Maintenant, lorsque tout cela est mis en place, le but ici, c'est de pouvoir, donc, lorsque le sol est en santé et que les cultures sont produites de manière organique, ça favorise aussi la santé humaine en un sens, et puis aussi une demande et croissance sur le marché des produits qui sont produits de cette manière-là. Yeah.
Okay, can we redo this one slide here? We lost you for a while, but we can carry on. You're just gonna have to restart this one. Okay, cool. So agroecology is an amazing social movement. It's probably gaining the most traction around the world with alternative production systems because it's really encompassing the grassroots movements. It's giving the peasant farmers and the small scale farmers a real strong voice when it comes to policy discussions. And agroecology frames all ecological production methods, but is the overarching banner for the social movement. OK. Donc, l'agroécologie ici, c'est une autre composante de l'agriculture. On l'a introduite un peu plus tôt. Mais c'est comme un mouvement agricultural, en fait, je veux dire. Docteur Biambas pourra corriger dans la session question. Mais ici, en fait, c'est que le pouvoir ou on amène les maraîchers, les agriculteurs, les agriculteurs, les paysans sur la table pour pouvoir discuter et contribuer donc au développement des pratiques agricoles. Ce qui fait qu'à la fin, donc, tout le monde y gagne, inclut l'environnement qui a besoin d'être protégé ici, d'où d'ailleurs le terme écologie dans l'appellation de cette pratique. So agroecology really does look at a holistic approach to agriculture, not only from a production perspective, but most importantly from a social and economic dimension. It also allows for knowledge sharing between farmers, and we're finding that knowledge sharing is a very powerful tool to upskill clusters of farmers. So when they start learning from each other, they grow on their knowledge base and become better farmers. OK. Donc, en parlant des deux premiers piliers, l'approche ici donc, est holistique et participative aussi. Comme je disais tantôt, on encourage donc la participation des collectivités locales, des communautés locales. Donc, ça, c'est donc nos paysans, nos maraîchers à pouvoir participer. Et l'un des points importants ici, c'est le partage des connaissances dans les derniers où les personnes, les parties prenantes donc sont instruites sur les développements, sinon les avancées en fait agricoles qui ont pour but de préserver l'environnement. So then the resilience and adaptation of these food systems allows for us to transition on a global level, that knowledge sharing between farmers becomes more and more important, which actually starts leading towards food sovereignty, not only food security. And one of the key aspects of food sovereignty is to own your own seed. And what we're seeing on a global level is that right is being removed from the farmers. And this is why agroecology is such an important tool for us to preserve our food sovereignty. Okay. Donc, cette pratique favorise la résilience et l'adaptation en fait des pratiques agricoles. Mais ici aussi, le but, en fait, un concept clé en agriculture, c'est de pouvoir retenir ces semences. Et l'agriculture conventionnelle telle qu'on l'a en ce moment ne favorise pas cet aspect-là. Donc, l'agroécologie ici, donc, favorise la souveraineté alimentaire donc en permettant à ces fermiers-là, à ces maraîchers, à ces agriculteurs-là de retenir leurs semences, mais ce qui permet aussi, ce qui leur donne une certaine souveraineté alimentaire et puis crée une sorte d'équité sociale. Then we're moving towards probably the most advanced form of ecological agriculture, which is biodynamic. And biodynamic agriculture is really the most holistic tool because it starts to understand that there's a spiritual connection that we all have as human beings to the cosmos, to the planet, to our ecosystems, and also the food that we eat. OK. Donc, l'agriculture biodynamique a une dimension beaucoup plus spirituelle à la fin et c'est une approche beaucoup plus holistique, en fait, que tout ce qu'on a vu dès le départ. Parce que ici, ça prend aussi en considération le lien même entre l'agriculture, comment on va dire, le cultivateur et sa terre et son environnement et ça exploite cela dans la pratique de cette agriculture-là. So when we start to unpack biodynamic agriculture, we start to understand that there are cosmic influences on the way that we produce, from the sun to the moon to the stars,
and how that impacts the way that we even interact with our production systems. The other aspect to biodynamic is that we're making our own preparations and compost on site. So you need cows there to be giving you the manure in order for you to build your fertility systems as a biodynamic farmer. OK. Donc, dans l'agriculture biodynamique, donc, il y a ce concept-là que les influences cosmiques sont importantes, donc le soleil, la lune et tout ça, tous ces cycles-là sont pris en considération pour une agriculture beaucoup plus naturelle et c'est aussi important, donc, comme on disait souvent, parce qu'il faut allier l'élevage aussi, donc de pouvoir créer des fumiers et du compost sur place et d'autres fertilisants organiques nécessaires à la croissance des cultures. Ça, c'est vraiment important dans l'agriculture biodynamique. And then because we have to produce our own inputs on farm with biodynamic agriculture, you have to be growing the plants that you need in order to make your preparations and compost, which leads you to become a much more self-reliant farmer. And because of this, we have to have some form of certification for biodynamic agriculture as well. And you'll see there it's linked with the Demeter standard, which allows us to govern the production of biodynamic food. OK. Donc, parce que dans l'agriculture biodynamique, il y a cette nécessité-là de tout faire sur place, donc le compost et tout cela, de vraiment tout faire, de tout créer à la ferme ou sur les terres où l'agriculture est faite. Donc, ça conduit non seulement à la préservation de la biodiversité, mais à une sorte d'autosuffisance aussi. Et comme comme on l'a vu pour l'agriculture organique, l'agriculture biodynamique a aussi des certifications et des normes assez strictes. So now that we understand a little bit more about the more sustainable production styles in agriculture, we start to understand that we are part of a much more bigger food system on a global level. And when you start to delve into the food system, managing your food waste, the production of your crops, your distribution, as well as getting it right to the end consumer, that whole cycle there is your food system. OK. Donc, sur l'écran là, on a ce qu'on appelle un système, en fait, le système alimentaire. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est à la base, c'est comme ça, c'est ça. Donc, on va depuis la cultivation, la récolte, la transformation, l'emballage et tout cela jusqu'au client, en fait, au consommateur éventuel. Et toute cette chaîne-là, en fait, c'est ce qui est appelé système alimentaire. And the current state of the global food system at the moment is really under strain, as we are seeing that there's increased in population, which is leading to a further increase in demand for food. But yet we have not quite found that balance between the environmental and social impacts of this agricultural expansion. We have very important stats that are being uncovered on a global level, which is just shining a light onto how inefficient our current global food system is. Donc, l'état actuel de l'agriculture conventionnelle à l'échelle mondiale a mis en exergue certains défis et c'est surtout lié au fait que l'exploitation des ressources naturelles comme donc des terres, de l'eau et tout cela ne reflète pas en fait sur l'impact de cette agriculture sur la qualité des produits qui sont mis à la disponibilité des clients, mais aussi sur la biodiversité ou sur l'environnement en général qui est utilisé pour créer pour produire en fait ces aliments-là. Donc, il y a besoin de changement en fait, c'est ce qui est dit ici. So as we move towards a more sustainable food system, because we don't really have a choice, if we continue on our current trajectory, we've got about 60 years of topsoil left. So it's very important that we start shifting our production practice, but also our consumption patterns as consumers. And this shift in a global food system is leading towards more rapid localization. So producing your food locally, consuming it locally, and making sure that the nutrient-dense food is going into the communities. Donc, la nécessité en fait de changer, de transiter vers des pratiques écologiques ici et d'agriculture durable sont justifiées par le fait que si on continue à
la manière dont nous avons pratiqué l'agriculture conventionnelle, maintenant, on a peut-être 60 années en fait de sol arable tels qu'on les a en ce moment disponibles. Donc, il y a nécessité vraiment de changer. Mais maintenant, cette transition-là demande donc une localisation de la production agricole au travers des pratiques donc, que nous avons mentionnées un peu plus tout au début. And there's really 5 pillars that we're looking at when we're discussing food systems. So it's availability, which is the quantities of food, access to the food, which is probably one of the more important. If people can't access the nutrient-dense food, then they can't get it. Utilization, where the food is available and accessible, it must also be appropriately used. We see that there's a lot of food waste in the current food system. Stability and sustainability. Those are the 5 pillars of our food system. Donc, le système alimentaire actuel devrait, des systèmes alimentaires dont nous sommes en train de parler, dont la nécessité, qui ont besoin d'être introduits, doivent pouvoir avoir 5 piliers. Et ces piliers doivent pouvoir être solidement établis. C'est la disponibilité des produits alimentaires, l'accès à ces produits-là, leur utilisation et pouvoir avoir donc des systèmes stables en fait de production, mais aussi des systèmes durables. Okay. Durable ici aussi dans le sens de pouvoir préserver et régénérer les ressources naturelles. So as we start to zoom in on Africa, and Africa has the huge potential to become one of the global powerhouses with agriculture, especially if we start to shift to more regenerative practices. But on this slide, you can see the density of production primarily in the west of Africa, some in east and then some in south. But you can see just by this graphic over there that West Africa is predominantly the most intensive farming area on the continent. Ok, donc lorsqu'on considère l'état actuel de l'agriculture en Afrique, on peut voir qu'en Afrique de l'Ouest, c'est comme un hotspot. Il y a beaucoup, c'est un centre assez dense en fait de terres agricoles, et il y a le potentiel en fait que l'Afrique donc soit la terre où s'est poussé ce changement alimentaire là vont vraiment être effectués. So as we zoom into West Africa, we see how important agriculture has been to the economies of West Africa, and it's been for centuries. The subsistence farming was traditionally prevalent there, with families growing crops and rearing livestock for their own consumption. But since the global market has been growing, crops like cacao, coffee, peanuts, and cotton are now grown for export. But we see that there's this very fine balance between food sovereignty and export crops leaving West Africa. Ok, donc l'agriculture de subsistance, en parlant d'Afrique de l'Ouest, par exemple, en prenant cette région de l'Afrique comme exemple, l'agriculture de subsistance a fait partie depuis des centenaires des cultures agricoles en fait de ces régions-là, de ces peuples-là. Mais avec la globalisation, donc il y a eu nécessité d'exporter des produits comme le café, le cacao, l'arachide, tout cela part de là-bas. Mais maintenant, à cause de l'accès à ces marchés-là, en termes de profit, c'est un peu compliqué en fait entre ceux qui exportent, c'est que le cultivateur à la fin reçoit. Donc en termes de bénéfices, c'est un peu difficile. And currently in West Africa, agriculture still remains a very crucial part of the economy because it provides employment for over 60% of the population. So it's really important that we maintain the integrity of production in West Africa. Donc, c'est important donc de pouvoir maintenir l'intégrité en fait de la production agricole en Afrique de l'Ouest, parce que ça contribue à 60% en fait des bénéfices et gains en fait des communautés locales. So when we start to talk about local food systems and the importance around local food systems with livelihood and ecology, we see what's happening in West Africa, where a lot of the produce is leaving, and the majority of the rural population still relies very heavily on this trade. But we are seeing an access to food crisis in West Africa, where not many people can actually access the food that is grown because it's leaving with the export market. But this will start to recalibrate the more that we start to rapid localize.
OK. Donc, lorsqu'on considère la pratique actuelle, par exemple, du système alimentaire, en parlant de l'Afrique de l'Ouest, des produits qui sont mis sur le marché, qui sont apportés sur le marché par les agriculteurs locaux, malheureusement, ne sont pas toujours disponibles, disponibles aux populations locales, ce qui crée donc une sorte de crise et une pénurie alimentaire, en fait, ce qui est un problème. Donc, ce que Mathieu dit, c'est que lorsqu'on va localiser un peu plus, on espère que ça va permettre en fait aussi accroître l'accès aux produits agricoles aux populations locales. So we're faced with a number of challenges around the world, but specifically in Africa, we see the deforestation causing extreme amounts of damage in the ecosystems. And because of the deforestation, you're removing the endemic species from the area, which then also leaves the soil uncovered. And then, as you can see from the picture, leading to extreme soil erosion and topsoil loss. Donc, l'un des défis majeurs de l'agriculture, surtout en Afrique, c'est la déforestation. Et ça, à cause du fait que le couvert végétal est enlevé, en général, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des pertes énormes de sol, surtout à cause de l'érosion qui, en général, va suivre. And as we start to see, we remove the biodiversity from the region, we start to see things like soil degradation becoming more and more apparent, where we see excessive tilling and overuse of chemical fertilizers, leading to a significant drop in soil quality and ultimately the health of the plants. Okay, donc ce qui est lié à la déforestation aussi, il y a aussi une perte des qualités, sinon une dégradation en fait des sols, et cela est lié en général à une perte de biodiversité dans le couvert végétal, ou le couvert végétal de ces sols-là. Et en général, donc cette dégradation-là va non seulement causer comment on va appeler, une dégradation de la qualité des produits qui sont mis sur le marché, mais aussi créer un sens d'insécurité alimentaire dans ces régions-là. And one of the other aspects is climate change, which is already manifesting in Africa. And through the increased temperatures, which is generally linked to the removal of trees, you see that the temperature increases, as well as it also starts to vary with the rainfall. So when we start to destroy ecosystems for large-scale monocrop agriculture, we see the ripple effects in ecosystem collapse. Donc, le changement climatique aussi devient donc une conséquence parce qu'une fois on a enlevé le couvert végétal, en général, il y a une hausse des températures qui s'ensuit et ça en fait empire la situation parce que à la fin, le réchauffement planétaire a encore un impact sur la biodiversité. Donc, voilà, il y a vraiment nécessité de changer, d'adopter des systèmes agricoles beaucoup plus durables. Then another one of the main challenges in an African context is the access to water. You know, water scarcity, not only for crop production, but as well as human and livestock consumption, is an ongoing challenge. And what we are learning is that we really have to start making interventions into the landscape to harvest and sink as much water as possible to be sustainable farmers going into the future. OK. Donc, en termes de pratiques d'agriculture durable, l'un des challenges aussi, c'est l'eau, l'accès à l'eau. Il y a un problème de pénurie d'eau qui va d'ailleurs grandissant. Et ce que Mathieu est en train de dire, c'est qu'il est nécessaire et urgent de pouvoir trouver des moyens de séquestrer, sinon de pouvoir conserver cette eau-là, surtout lorsqu'elle est disponible après des pluies et tout ça. Et donc, des interventions ont besoin d'être faites dans ce sens-là. Now, when we start to transition to more sustainable food systems, there are a number of challenges associated with that, especially for the smallholder farmers. We have to be able to create incentives that offer transition and conversion periods for farmers because there is a risk of yield reduction over the time. And often the value chains in the market, they favor, due to price, the more cheaper and conventionally produced food. Voilà, donc ici, il y a des défis socio-économiques en fait liés à cette transition-là parce que lorsque cette transition est adoptée et initiée,
ça prend du temps en fait pour que ce soit, comment on va dire, pour que ce soit bénéfique, pour que les agriculteurs puissent bénéficier en fait des nouvelles pratiques. Donc, on a besoin d'avoir un système d'incitation, surtout financièrement parlant, pouvoir encourager ces agriculteurs-là à adopter ces nouveaux systèmes d'agriculture durable-là. Et aussi, l'un des défis aussi, c'est que en fait, les prix, le marché actuel de l'aliment favorise en fait les aliments qui sont produits de manière conventionnelle parce qu'en général, ils arrivent sur le marché à bas prix. Due to the existing value chain, which is established on a global level, it's often very hard for small-scale organic or agroecological producers to break in to that commercial value chain for various reasons, but mainly about price and the fact that you need to differentiate yourself at market. So we ultimately need to create value chains that can receive smallholder farmers and give them the right price for their production. Voilà. Donc, encore en termes de bénéfices, en termes de retombées financières pour ces agriculteurs-là, la chaîne des valeurs actuelles ne favorise pas cette transition-là. Donc, on a besoin de penser donc à repenser des systèmes, non seulement les systèmes agricoles actuels, mais aussi en termes de chaîne de valeur, de repenser les chaînes de valeur, de créer des chaînes de valeur qui vont pouvoir favoriser l'introduction des produits qui sont produits par nos agriculteurs en Afrique, mais qui pourraient aussi leur donner donc un prix juste en fait pour la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché. So another key challenge when we start to transition is the fact that many of the policies, specifically in Africa, are still quite outdated and they often don't recognize more sustainable forms of agriculture. So the bureaucrats and the politicians struggle to understand that there's this very big difference in production styles and often leads to a break in the food system around policy. And that's also linked to extension service. Donc, les politiques en ce moment n'encouragent pas, ne favorisent pas vraiment l'agriculture telle qu'on est en train de vouloir introduire des pratiques durables d'agriculture parce qu'elles sont encore très, très figées sur l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît. Donc, ça fait qu'il y a comme ce disconnect-là, ce manque de comment je veux dire, en général, c'est comme si on fonctionne à deux pas. Donc, les agriculteurs essaient d'introduire une agriculture beaucoup plus durable, mais les politiques, surtout sur le plan gouvernemental, n'encouragent pas les pratiques nouvelles qui ont besoin d'être introduites pour éventuellement avoir un système beaucoup plus durable d'agriculture. And another one is the cultural challenges around adapting, because many people are still entrenched in cultural production methods, you know, and we can start to transition them towards more sustainable. So some of the really interesting policy frameworks that have been developed in Africa is really starting to unlock the potential. Like ECOWAS in West Africa, we start to see these policies shifting in favor of more sustainable practices. Okay. Donc, malgré le fait que certaines politiques, en général, les systèmes politiques n'encouragent pas vraiment les nouveaux développements au niveau de l'agriculture durable, mais dans la zone de l'ECOWAS, par exemple, on voit qu'il y a des développements qui sont encourageants parce que voilà, il y a des projets et des initiatives qui favorise, qui encourage en ce moment une adoption donc, de ces pratiques agricoles qui sont beaucoup plus durables. And there are hundreds of NGOs around Africa that are really working to support the grassroots movements, transition towards more sustainable agriculture through farmer training, research, advocacy. So these NGOs are playing a very crucial role in transitioning global food systems. Okay. Donc, l'une des composantes qui aide vraiment à pousser ce mouvement-là vers l'agriculture, une agriculture beaucoup plus durable, ce sont les ONG, parce que lorsque les politiques ne sont pas là, donc il y a comme des
comment on les appelle, je n'ai pas le mot maintenant, mais ce sont les ONG, en fait, donc des activistes, voilà, c'est le mot que je cherchais, comme des activistes, en fait, qui poussent en essayant de donner du training, donc donner des skills, enseigner les fermiers sur ce qui est nécessaire, leur donner, en fait, un peu ce qu'ils ont besoin de savoir en termes, par exemple, des régulations et tout cela, pour pouvoir les encourager, non seulement à adopter ces pratiques nouvelles-là, mais aussi de pouvoir sur le terrain les pratiquer. Donc, les ONG sont en fait en ce moment-là ceux qui poussent vraiment le changement vers l'adoption de ces pratiques agricoles beaucoup plus écologiques. And then as we start to transition, you know, these technologies that enable this to happen is really important for us to look at, especially as Africa. Technologies like GPS, remote sensing, data analytics, they're all helping farmers become more conscious of environmental practices. Donc, il y a aussi des innovations technologiques qui permettent d'avancer vers cette transition-là. En général, ce seront autour des applications et puis de développement, des avancées nouvelles en fait sur de technologies spécialement liées à l'informatique et tout, qui permettent donc de donner, qui donnent accès de le pouvoir à ces fermiers-là, à ces agriculteurs de mieux gérer en fait leurs exploitations agricoles. Other things like digital platforms, mobile apps that allow farmers to gain market access, understanding price, weather information, and farming advice. All of these high-tech solutions are available, but sometimes may not be appropriate in parts of Africa. Donc, ces développements-là, surtout au niveau des applications, ça leur permet d'avoir accès à des marchés, de comprendre comment les prix fonctionnent et tout ça. Mais souvent, le challenge, en fait, c'est que ces plateformes ne sont pas souvent adaptées à notre contexte en Afrique. Donc, ça peut aussi être un problème. So as we see, there are various other low-tech solutions that are available to us. And if we look at the picture there, these in Burkina Faso, the farmers have revived this traditional method of farming, and they're called zai pits. And these create a bowl where the water can land, and you can start to manipulate the landscape to start storing water and plant around that area. Donc, dans des zones relativement, comment dire, sèches comme au Burkina, les fermiers sont en train de ramener des pratiques peut-être anciennes qu'ils appellent des zaï, qui sont des fosses de plantation et de banquettes en pierre qui permettent de retenir l'eau lorsqu'elle est disponible. Et donc, ça aussi, ce sont des pratiques moins chères, qui sont faisables et qui permettent donc de transiter vers cette agriculture durable. And in Senegal, you can see the adoption of sustainable rice cultivation under the system of SRI. And this has led to significant increases in rice yields, as well as improved income for farmers. So we can see that these low-tech solutions are actually very appropriate for African farmers, and especially in the water-scarce areas where we need to start manipulating the landscape to ensure that we hold our natural resources best. Ok, donc l'image tout en bas, c'est au Sénégal où il y a l'introduction de nouvelles avancées donc, de production de riz. Et ces avancées-là, comme on l'a vu dans le cas du Burkina Faso, le but ici est de retenir et de favoriser la rétention d'eau, surtout pour des zones relativement sèches comme celle-là. So as we really start to understand that agriculture is a far bigger picture than primary production and using NPK, the soil science that has started to be uncovered internationally is showing us that the more that we focus on soil health, the better for our ecosystems. We must preserve our seed, our biodiversity, and our soil for future generations to come.
Donc ici, le but, c'est de comprendre que l'agriculture, donc c'est au-delà simplement de produire des cultures et de les mettre sur le marché, il y a aussi cette nécessité-là de préserver notre écosystème et la biodiversité qui vient avec. Donc l'agriculture, c'est au-delà juste d'utiliser du potassium, de l'azote et puis et voilà, du phosphore pour pouvoir produire des plantes. On doit pouvoir se soucier aussi en le faisant, de pouvoir prendre soin de l'environnement que nous utilisons pour produire ces cultures-là, parce qu'à la fin, les sols et un environnement sain va favoriser notre propre santé à nous. Thank you very much for listening. And if you have any questions, please do ask. OK, donc merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin donc, de la présentation et Mathieu donc est prêt à écouter et à prendre vos questions et vos commentaires. Donc, j'ai une question pour Mathieu. Je vais juste lui demander un peu on your personal, so where have you? I was intrigued a bit by what Patrick was sharing at the beginning. So, what has been your can you tell us more about your background and what you've done, especially when it comes to introducing these practices, maybe with a specific case here in South Africa or somewhere in Africa. Donc, la question que je pose à Mathieu, c'est de savoir, parce que lorsqu'il a été introduit par le docteur Biambas il y a une quarantaine de minutes, il parlait en fait des activités de Mathieu. Et donc, je demande à Mathieu si, de manière pratique, il peut nous donner peut-être un exemple de ce qu'il a fait dans ce qu'il a présenté là, s'il y a un cas particulier qu'il peut utiliser pour essayer de nous édifier un peu et puis de nous dire où ce cas-là peut-être a été appliqué. Yeah, so yeah, in South Africa, we've really been pushing forward the adoption of sustainable farming practices, mainly with the participatory guarantee system, the PGS system, which is starting to gain a lot of traction around the country, but also into other Southern African countries. We've been working, close on about 10 years to also challenge government and policy, to train lots of farmers, and start to develop these value chains ultimately that can be a massive catalyst to socio-economic development, because we want to touch as many smallholder farmers as possible, and our aim is to basically flip the food system on its head, and we've been doing quite a good job so far. OK. Donc, Mathieu dit qu'ils ont, en Afrique du Sud, spécialement où il est basé, ils ont beaucoup d'initiatives, ils ont travaillé avec des fermiers, mais c'est juste encourager, comme on l'a vu déjà, c'est de pouvoir prendre des capacités locales et d'encourager ces personnes-là à adopter ces pratiques-là. Donc, ils ont dans l'Afrique, en Afrique du Sud et l'Afrique australe, essentiellement, ils ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là et la pratique est en train de gagner du moment. When it comes to challenges, because you highlighted in the case of, I will translate for the audience, you highlighted the case of, for the case of West Africa, you spoke of deforestation and the ongoing threats of climate change. But for Southern Africa, and where the land cover is quite different, what are the main challenges here when it comes to more sustainable agriculture? But give me a minute, I'm just going to translate to the audience. Donc, la question que je pose à Mathieu, c'est de savoir, parce que quand on parlait d'Afrique de l'Ouest, il a énuméré par exemple la déforestation et puis le changement climatique comme des défis majeurs en fait vers l'adoption d'une agriculture beaucoup plus durable. Mais maintenant, je lui demande, dans le cas de l'Afrique australe, est-ce que les défis sont les mêmes ou bien est-ce qu'il peut nous dire en fait quels sont les défis particuliers à cette région de l'Afrique? Mathieu? Yeah, so our main challenge is that conventional agriculture has really dominated South Africa. And what we are seeing is the long-term effects of that, not only on the soil health, especially with the large grain production areas. And I actually live in one here at the moment, where we're seeing what the impacts of 20 years of conventional grain farming have been doing. And this is the case across many different parts of the country, as well as overgrazing. So we can see without the natural savanna lands or, the indigenous and endemic
species that are meant to be there, we're starting to really witness this ecosystem collapse, topsoil loss, and then ultimately flooding because we're not able to hold the water in the soil. So I think it's common across Africa that this is the case, but you know, it's the long-term effects of almost extraction. The mentality of extraction from farmers is probably the biggest challenge that we faced with. Yeah. Ok. Donc Mathieu dit que dans le cas de l'Afrique du Sud et l'Afrique australe en général, le défi majeur en fait, c'est que l'agriculture conventionnelle est tellement établie que c'est difficile en fait de changer le système. Mais les conséquences en fait sont au niveau de le sol a été tellement appauvri, donc il y a de problèmes de rétention d'eau et ça, en général, ce qui fait que lorsqu'il y a, par exemple, des pluies, ça cause des inondations, par exemple. Et il parlait aussi du fait que c'est encouragé en général parce que l'agriculture de convention va extraire beaucoup plus que rendre ou enrichir le sol. Donc, ça fait que on est resté cambré, figé sur cette culture de juste d'extraction, de juste prendre du sol sans pouvoir retourner. Donc, il dit il y a une nécessité ici donc, de pouvoir adopter ces nouvelles pratiques-là qui permettent d'enrichir le sol en même temps que le sol nous donne aussi d'une certaine manière. Voilà. Bonjour. 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 D'abord, c'est pour remercier le conférencier, Monsieur Mathieu. Il a bien présenté le sujet et je trouve que les grandes difficultés de réalisation d'installation de systèmes d'agriculture durable résident au niveau de la compétitivité entre les grands producteurs industriels parce que les grandes puissances qui produisent beaucoup, je pense que c'est difficile de les convaincre pour qu'ils puissent changer leur système de production. À un certain moment, c'est lié toujours à la compétitivité. Oui. Et je demande aux conférenciers si il y a une solution, une alternative qui pourra convaincre ces grands producteurs pour qu'ils acceptent de s'aligner à la production durable. Okay. So, merci, Method. So the question from Method, Mark, to you is, but he started by thanking you first for a great presentation and very informative one. But then he acknowledges what you mentioned already during the presentation is that in terms of value chain, because those producers from which come from conventional agriculture get to the market at cheaper value, at cheaper cost. He acknowledges that it creates sort of a competition. So there is a value chain system that is not favorable to sustainable agriculture. But then he says, what is your opinion on it? And what do you see could be done to kind of try and bring those big producers, those big firms to come to an understanding that we're going to need to adopt sustainable agriculture and perhaps come together to meet the challenges of the environment that we know, as you mentioned, ecosystem collapse and all of that. So what is your take on it and what do you think could be done? Yeah, that's a great question. Thank you for that. I think it's almost like a two parallel question. So in Africa, our challenge, because we've got so many smaller farmers scattered, we need the system to be able to aggregate produce from multiple producers so we can have power with numbers at market, because then that's when we can fight for our price. The challenge with having multiple producers going in as individuals, especially smaller farmers, is then you almost have to take the price. But when we come together as collectives, farmers within regions, and we actually become the price makers, we can change that whole value chain structure. Then, if you want to translate that part, then I'll answer the second. Yeah. Donc, ce que Mathieu disait tantôt, c'est que le problème qu'on a en Afrique, c'est que les fermiers, les agriculteurs, les
les maraîchers travaillent en général de manière disperse, de manière éparse. Donc, il dit qu'il y a nécessité de créer des collectivités, de créer des associations. Ça va non seulement donner une sorte de pouvoir, mais aussi ça va créer un effet de foule qui fait que lorsque donc, ces personnes-là viendraient à la table de négociation en tant que collectivité, en tant qu'association, ça leur donnerait beaucoup plus de pouvoir et peut-être même leur donner le pouvoir donc d'imposer des prix alors qu'on leur impose à eux lorsqu'ils viennent négocier comme individus. Matthew? Yeah, and then the second part to that is how do we transition these big producers, which is a $1 million question. But, you know, at the end of the day, they're under a lot of pressure already because the price of inputs have gone up. The export market is really not as strong as it used to be due to COVID. So everything's being recalibrated. So these large scale producers are actually under a lot of financial pressure. And never before have we had this opportunity to present the solutions because on the cost of inputs alone, their business model is not working any longer. So decreasing that need on external inputs is our biggest opportunity now to really sell the concept of regenerative agriculture to these farmers just because of the input costs. But never mind the pressure that you're getting from the export market as well. Like Europe is really tightening up across the board around, you know, quality and health. Donc, Mathieu, en fait, essentiellement dit dans la deuxième partie de sa réponse qu'il n'y a pas un moment comme celui-ci, en fait, pour introduire ces concepts-là, parce que déjà, les gros producteurs sont aussi sous pression en ce moment à cause du fait que le coût de l'exportation, par exemple, a augmenté. Et aussi le prix de la production en fait de ces produits alimentaires là, même pour ceux qui pratiquent l'agriculture conventionnelle, a vraiment augmenté. Et le changement s'est effectué surtout autour de la pandémie du Covid-19 récemment. Donc il dit que le moment, c'est vraiment le moment approprié maintenant de pouvoir pousser vers l'adaptation de ces prix, de ces pratiques agricoles durable là. Mais comment ça va arriver et comment ça va se faire, c'est là la question voilà, qui reste à être répondue. Okay. Bonjour. Oui, mon nom c'est Outou Denis Parfait. Vous avez évoqué tout à l'heure les défis sur les transitions, des défis socio-économiques. Alors ma question portait sur comment trouver des synergies pour pallier aux défis socio-économiques. Aussi, dans un autre contexte, vous avez évoqué les agricultures biodynamiques. Alors, je voudrais aussi savoir quelles sont les limites de l'agriculture biodynamique chez les agriculteurs locaux. Merci. Okay. Denis here has two questions, Matt. So the first one, he wants to revisit some of the challenges you highlighted regarding socio-economic questions. So he wants to know then how do we found, he used the word synergies to try and address some of these socio-economic challenges when it comes to adopting more sustainable agriculture. So that's perhaps, let me give you the opportunity to answer that, and then I'll give you the second question. So what we're doing quite successfully in the Southern African region is identifying the value chain, because it's not only about primary production. There's another 10 job opportunities in that value chain. And we're incubating social enterprises within that space. So you identify the opportunities, and then you have to provide the training, the resources, and almost the business incubation required to create businesses in the value chain. So that's one way that we're doing it. The other way is to create an enabling environment from a market access perspective where farmers actually get paid more. And this is where it gets a bit challenging. But if we are able to string together these opportunities in the value chain in a business ecosystem, we are much stronger together. Yeah. Okay. Donc, Denis, ce que Matt dit, c'est qu'en ce qui concerne, et tu as bien fait d'utiliser le mot synergie, parce que ce qu'il dit ici, en fait, c'est que lorsqu'on regarde la chaîne des valeurs, en fait, depuis la production et l'accès des produits sur le marché, et on peut créer des emplois, en fait, tout au long de cette chaîne-là. Donc, ce que Mathieu dit, c'est de pouvoir
étudier de manière locale, de pouvoir étudier cette chaîne-là et puis de voir à quel niveau on peut ajouter de la valeur, surtout en créant des emplois. Et puis, incuber, il a utilisé le terme incuber ces personnes, donc leur donner les formations nécessaires pour qu'elles puissent ajouter, venir et supporter cette chaîne de valeur-là pour favoriser donc l'accès non seulement la production, mais aussi l'accès des produits au marché. Voilà. Maintenant, il est revenu aussi sur la question des prix. Donc, on avait déjà abordé cela dans la question que Méthode a posée un peu plus tôt. Donc, il disait que ce serait important donc de créer, aussi de créer accès au marché, de faciliter l'accès au marché aux cultivateurs locaux. Donc, c'est un peu ça. Donc, il pense que si on arrive à travailler sur ces deux plans-là, on pourrait donc répondre à certains de ces défis socio-économiques. Maintenant, Denis ne part pas parce que je vais poser la deuxième question, donc ta deuxième question à Mathieu. Matthew, the second question the gentleman had is this practice where which sounds very spiritual, where you associate cosmos and stars and sun to, you know, the farmers linked with the natural world. He's asking, what are the limitations of such such a practice, especially when you consider the local settings in West Africa, for instance? What could be the limitations of such a system? Yeah, that's a great question. You know, and biodynamic agriculture is quite esoteric. It's a bit out there for most people. So I would imagine that some of the challenges would be, you know, offering, you know, that spirituality and that indigenous wisdom that comes with many of the agricultural producers in West Africa. I suppose it could be misconstrued and misunderstood, potentially even as like we call them sangomas here, or witchcraft, you know. So like understanding that we as human species are part of a much bigger picture in the cosmos. You just look out to the stars and you see millions of dots out there. And I suppose biodynamic agriculture is just making us aware that the cycles of the moon and the stars and everything impacts the planet and also impacts ecology. So when we understand ourselves as a human being having a spiritual experience on the planet, we can start to digest these more esoteric theories. Yeah. Biodynamic is quite an esoteric, almost very difficult concept to understand, you know, and the thing that we just need to understand is that the moon and the stars and the sun, they all have an impact on how we exist on the planet. So I think biodynamic agriculture just really brings the awareness to the fact that we are connected to a much bigger thing than ourselves and our planet. You look up to the stars and you see thousands of dots in the sky. And that's what biodynamic agriculture is. It's really starting to understand that we are a human being having a spiritual experience on the planet. And biodynamic agriculture kind of anchors that understanding of the cosmos and spirit into how you perform as a farmer. Good luck. Donc, oui, Mathieu est en train de dire que le biodynamique, le côté exotérique est là, en fait, c'est un concept, c'est vrai, c'est difficile à comprendre, mais c'est juste un concept qui nous permet de comprendre qu'il y a au-dessus de nous, tout ce qu'on voit, les étoiles, la lune, tout cela, en fait, nous permet de comprendre qu'il y a un être plus élevé au-dessus de nous. Et donc, ce qui fait en sorte que tous les agriculteurs prennent en considération, en fait, tous ces aspects-là dans leur façon de cultiver. We have some comments here in the chat box for you, Matt. It says, Matt, from Johan Kruger, who's the director. It says, Matt, thank you for an exceptional lecture. We really appreciate your time. Okay, I see you answer that one. Yeah, and then yeah. And also, from Gina, I see Gina says, your presentation was very well done and very clear, Mr. Perkins. Also very cute. Well done, and thank you for your hard work.
out there. And another, okay, and then you answer. Thank you, Gina. Yes. Okay, so that's it for the comments in the chat box. Des commentaires qui étaient adressés à notre orateur. C'est le demande de directeur de présentation qui disait que sa présentation était exceptionnelle, et aussi de Gina qui travaille du côté technique, qui le félicitait aussi et sur son travail. Bonjour. Je suis Sosen Ibinga. Je suis du côté de Port-Gentil. OK. Déjà, je voulais féliciter les intervenants pour toutes ces présentations et vous pour la traduction. Merci. Je voulais apporter une contribution concernant l'agriculture biodynamique. Comme disait la présentation qui a été faite, la traduction est plus ou moins claire, mais je voulais juste rajouter que le présentateur présentait cette technique comme étant une technique empirique qui met en relation la nature avec les éléments astro tels que la Lune, le Soleil, et qui, à la façon à laquelle elle est pratiquée, permet de tirer profit de ces astres, l'influence du Soleil sur la plante, sur les sols, et l'influence de la Lune sur les cultures. Et ce sont des techniques qui ont été utilisées par nos parents pendant très longtemps, à l'instar des grandes civilisations qui ont d'ailleurs développé des calendriers culturaux basés sur les mouvements du Soleil et les mouvements de la Lune. OK. Donc, c'était ça la contribution que je voulais apporter. Maintenant, je voulais également apporter une autre contribution concernant l'utilisation de... Sosten, oui? Est-ce que je pourrais traduire ça d'abord à Matt? Mais ne partez pas. Oui, hein, s'il vous plaît. C'est Sosten Ibinga, vous avez dit. Oui, Sosten Ibinga. OK, merci. Donc, ne partez pas. Je vais vous donner la parole à nouveau. Je vais juste traduire à Matt ce que vous venez de dire, ce qui est très important. Merci. Merci beaucoup. Matt, so the gentleman here is Sosten Ibinga. He's from a city called Port-Gentil in Gabon, which is like the economic hub of the country. And he just wanted to bring a compliment to what you said about biodynamic agriculture. But when he opened it, he thanked you for the quality of the presentation and the content and really the packed presentation. So he really said thank you for what you presented. But he said that he added to the fact that yes, biodynamic agriculture is agricultural practice that really brings men closer to nature and considers, you know, the effect of the moon, the sun, and all of that, and the outcome or the producers that the quality thereof or the abundance thereof at the end of production. He also wanted to emphasize the fact that to us or as you know, Africans, it's also not a new practice because this was already practiced back, you know, it was part of the sort of a indigenous knowledge system back in the days. But he also says that it's also on this basis that great civilizations like the Incas and you know, the Egyptians would create calendars to follow the course of the moon and cycles of the sun and all of that, because they also understood that there was a link between those and the quality of the crops that they would produce and all of that. So he wanted to thank you. And that was an element, a complementary element to what you had already said, but he has a question or something else to say. Ibinga? Monsieur Ibinga? Oui. Voilà, oui, allez-y. OK, ma question, je reviens sur les sols et sur tout ce qui a été dit sur les sols, je ne vais pas revenir dessus. Seulement, ma question est la suivante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution chimique liée aux pesticides, mais également dans les pays occidentaux où l'agriculture a été intensifiée, on parle maintenant de pollution au plastique. Est-ce que, de son expérience, il y a des techniques de conservation, une agriculture de conservation qui permettent de purifier ou de réduire l'impact négatif de ces pollutions des plastiques qui
qui aujourd'hui deviennent une problématique importante dans les systèmes agraires modernes. Matt, here's the question for you. So Mr. Ibinga here says that in the past, or we've heard even now, because of the prevalence of conventional agriculture, of pollution due to pesticides, but there is an increasing, amount of information regarding pollution linked to plastic. So is there an effect on agricultural systems? If there is, would you be able to elaborate on how we could prevent that to become something major in agricultural system, and perhaps suggest a system or two or ways to prevent that? Yeah, I mean, great question. What we're witnessing around environments and this consistent challenge of plastics, especially in waterways, and how those plastics are starting to biodegrade, and the microplastics are found in the water, in the soil, and even in the food. So we're ingesting a lot of microplastics. And the only way that I can see it being addressed is if we really start to emphasize localization of waste management. There's some incredible technologies that are being developed that can basically digest all forms of waste, from tires to nappies to plastics. But we need access to these technologies as Africans, right? And we also need to be able to create micro enterprises around waste management. So it's almost like a dovetailed thing that we need to achieve is formalizing the waste management sector, and then cleaning up our ecosystems as communities and taking ownership of our ecosystems. And then the third pillar to that would be really educating youth, starting young at school around the importance of recycling at home, and then setting up systems where communities can actually take ownership of their own waste management. Voilà. Donc, Monsieur Ibinga, ce qu'il dit, en fait, il n'y a pas une solution vraiment magique, il n'y a pas une seule approche en fait au problème. Mais ce que Mathieu dit ici, c'est qu'il reconnaît que c'est un problème qui existe. Et en général, ce plastique-là, d'ailleurs, lorsqu'il rentre dans des systèmes aquatiques, il est dégradé à ce qu'on va appeler de microplastique. Et ces microplastiques-là, facilement peuvent s'infiltrer à tous les niveaux. Et il pense même qu'on en consomme énormément déjà. Donc, ce qu'il dit ici, c'est il y a plusieurs approches, mais il a élaboré sur 3. L'une d'elles, c'est peut-être localiser déjà la gestion des déchets, ok, et donc des déchets plastiques ici spécialement. Et ça peut être aussi jumelé donc à une sorte d'éducation, surtout éduquer la jeunesse sur le recyclage et puis le traitement en fait, comment donc on devrait prévenir la présence ou bien le déchargement des déchets plastiques dans l'environnement. Voilà. Et aussi parler donc si on arrive donc aussi à de manière locale favoriser la création des micro-entreprises qui vont se spécialiser dans la gestion de déchets, ça peut aussi essayer d'être une approche de solution pour le problème, parce qu'une fois ces plastiques-là, ce microplastique est arrivé dans l'environnement, c'est difficile en fait d'enlever. Donc les mesures ici sont des mesures préventives. Et c'est ça avec quoi on peut travailler en ce moment. Déjà, je voulais en fait remercier chez Scream Africa parce que vous nous avez permis de pouvoir partager cette aventure scientifique très pertinente et très intéressante. Et pour cela, je voulais sincèrement vous dire merci au nom du groupe EM Gabon et au nom de tous les étudiants de ce groupe qui bénéficient de cette nouvelle connaissance, parce que l'agriculture de conservation, c'est un concept nouveau dans le monde francophone et particulièrement. Et je crois que certains le pratiquaient, cette agriculture de conservation, sans savoir qu'on est dans l'agriculture de conservation. Okay. So Dr. Biambas here, who was at the center of really connecting us with his institution, EM Gabon, is thanking Share Screen Africa and all the presenters and really the entire concept, the people behind the entire concept, for giving them the pleasure of working with us during this, what he called an adventure for the last few weeks now. So, and he was elaborating on the fact that agricultural conservation could have been something that even in our local practices, indigenous practices in Gabon, we are already practicing, perhaps without even knowing what they are and their pertinence or importance. Patrick? Oui, donc pour ne pas être long, je remercie aussi Gina, Maret qui ont participé
à la mise en place de cette collaboration et j'espère que nous allons encore continuer à collaborer ensemble. Et par rapport au présentateur, je voudrais le remercier encore pour la qualité de sa présentation et espérer que dans le cadre de nos activités futures, nous pourrons collaborer parce que nous sommes en train de mettre en place une exploitation et nous voulons utiliser là-bas des pratiques conservatrices et durables. Okay. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Okay, so Matt, I'm going to start with you. So Patrick is saying, Patrick, by the way, is the director of the Agronomy Institute at his university. So he's really at the center of anything agriculture that goes on at his university. So he was thanking you for the quality and the depth of your presentation, but also saying that he hopes to connect with you personally at a later stage because at the university, they wish to introduce the sort of practice that you elaborated on during your presentation. So he's really grateful for that. And he also thanked Gina and Marit by name for having facilitated this process during the last few weeks and having made this possible.